Alors, la dernière fois, on s'était arrêté au niveau des boucles. Donc, on avait vu comment utiliser un while, comment utiliser un for. Et vous avez ici encore un autre petit exemple qui vous permet de faire ce qu'on appelle de créer une boucle infinie. Quand vous mettez while 1, ben 1 est toujours vrai. Comme le C, comme avec quand vous utilisez les nombres, tous les nombres sont vrais sauf le 0. Donc, quand vous dites while 1, ça veut dire que cette instruction est toujours vraie. Donc, pour pouvoir en sortir, il faudrait utiliser un break. Sinon, vous allez créer une boucle infinie. While 1, si vous ne mettez pas break, vous allez créer une boucle infinie. 1 est toujours vrai. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis tant que c'est vrai. Donc, c'est vrai, puisqu'il va démarrer. Il écrit lettre égale input. Donc, il lit une lettre. Donc, il met dans la variable lettre. Si cette lettre vaut la lettre Q pour quitter, alors qu'est-ce qu'il fait? Il écrit fin de boucle et il fait break. Donc, on va le tester immédiatement. Ça veut dire que c'est une boucle. Tant que vous n'avez pas appuyé sur Q, vous ne pourrez pas en sortir. Donc, je vais écrire L. Je vais écrire M. J'en sors pas. Tout simplement, pourquoi j'en sors pas? Parce que le while est toujours vrai. Tant que 1 et 1 est vrai, tout nombre qui n'est pas 0 est vrai. Pour pouvoir en sortir, il faudrait que j'écrive Q majuscule. Pourquoi ça doit être Q majuscule, pardon? Parce que je lui ai demandé de tester if lettre est égale à Q. Donc, ce n'est qu'à cette condition-là qu'il fait if, donc si c'est vrai, il affiche fin de boucle et il sort. Voilà comment que ça fonctionne. Alors, vous avez un autre exemple de if, mais celui-là, je vais vous laisser le dérouler chez vous tout seul. Il vous permet, si on a le temps, on va y revenir tout à l'heure, parce que moi, j'ai une réunion vers 16 h. Si j'ai le temps, je vais réexécuter ce while. C'est pour voir l'instruction continue. Quand on dit continue, ça veut dire va à la prochaine itération. C'est-à-dire, par exemple, je lui demande si une certaine condition est vérifiée. Si elle est vérifiée, continue. Ça veut dire quoi, continue? C'est-à-dire que quand la condition est vérifiée, les deux prochaines instructions, il ne les exécute pas. Il va faire directement la prochaine incrémentation. Voilà ce que signifie continue. Continue, ça veut dire tu remontes directement au haut. Voilà ce qu'il va faire. C'est-à-dire, il ne va pas exécuter tout ce qui vient après. Je vous disais, si on a le temps, on va la développer tout à l'heure. Là, je vais aller vers les fonctions. Est-ce qu'il y a déjà une question par rapport au programme qu'on vient de voir tout de suite? Encore une fois, comme la dernière fois, vous n'êtes pas obligé de prendre la parole. Si quelque chose vous gêne, vous l'exprimez à travers le chat ou vous parlez. Si c'est bon, vous n'êtes pas obligé de me dire. Vous êtes quand même une vingtaine, vous n'êtes pas obligé de me dire tout de suite. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens d'expliquer? Je suppose que non, puisque personne n'a pris la parole ou n'a écrit sur le chat. On va exécuter le prochain programme, les fonctions. Il faut que vous sachiez comment que ça fonctionne aussi. Et puis, vous m'aviez demandé les tableaux, donc j'ai rajouté par rapport au programme, au premier programme envoyé, j'ai rajouté aussi les tableaux et les listes. Alors, les fonctions, comment que ça fonctionne? Pour définir une fonction, il faut écrire def. Il faut lui donner un nom. Donc, cette fonction, je lui donne un nom et puis je dois mettre entre parenthèses les arguments. Qu'est-ce qu'on entend par argument? Si je veux calculer f de x égale x au carré, son argument, c'est x. Il ne peut pas calculer x au carré si je ne lui donne pas x. Si je lui dis la fonction, c'est si tu lui donnes x, tu dois lui renvoyer x au carré. Donc, si je lui donne 3, elle va me renvoyer 9. Je lui donne moins 3, elle va également me renvoyer 9. Donc, on dit que c'est une fonction qui a besoin d'un argument. En C, vous avez donc les fonctions et puis vous avez donc des fonctions qui retournent, qui ne retournent pas. Si elles ne retournent pas, vous écrivez void. Ici, alors si elle retourne quelque chose, je vais écrire return. Si c'est une fonction qui ne retourne rien, telle que cette fonction, regardez cette fonction. D'abord, elle n'a pas d'argument, j'ai rien entre parenthèses. Deuxième chose, à la fin, je n'ai pas return. Ça veut dire que cette fonction va exécuter ce qu'il y a à l'intérieur de la fonction qu'on appelle le corps de la fonction et c'est bon. Je ne m'attends pas à ce qu'elle me renvoie une valeur à la fin. Donc, dans cette fonction, je n'ai ni argument, ni valeur qui va m'être renvoyée. On l'exécute. Alors, n vaut 7, i vaut 0. En fait, tant que i est inférieur à 10, c'est l'exemple qu'on avait fait la dernière fois. C'est-à-dire, il va m'afficher la table de multiplication. Justement, c'est pour ça que ne vous renvoie rien. C'est une fonction qui va faire des calculs et qui va afficher des résultats. Donc, je n'en attends pas une valeur de retour. Par exemple, une fonction qui vous doit vous afficher les valeurs d'un vecteur.
ou même, par exemple, une fonction qui va sommer des vecteurs, et puis vous n'allez pas utiliser le résultat de la somme, vous voulez juste l'afficher, eh bien, elle va vous faire la somme et va l'afficher. Par contre, si vous avez besoin de la somme des deux vecteurs, eh bien, elle va retourner cette somme. Donc, là, la définition de la fonction, comme d'habitude, si je mets 2 points, ça veut dire qu'il va y avoir un décalage. Regardez, voilà. J'ai un petit peu décalé les i, il me dit que ça ne fonctionne pas. Donc, quand vous écrivez une fonction, vous êtes obligé de respecter l'alignement vertical. Donc, ensuite, while, bien sûr, comme après le while, il y a 2 points, il va encore faire un décalage. Automatiquement, ce décalage, il va être différent du décalage qu'il avait utilisé par la définition de la fonction. Chaque fois que vous avez 2 points, vous allez voir que votre programme se pousse de plus en plus sur la droite. Donc, on va l'exécuter. Comment on l'exécute? Là, c'est la définition de la fonction. C'est-à-dire, j'ai défini une fonction qui calcule. Maintenant que j'ai défini cette fonction, je vais l'appeler. Une fonction, si vous l'avez définie et que vous ne l'utilisez pas, c'est-à-dire que vous ne l'appelez pas, il ne faut pas vous dire que je vais définir ma fonction, elle va s'exécuter. Une fonction ne s'exécute. Désolé, mon voisin fait des travaux. J'espère que ça ne perturbe pas trop la voix. Ça, je n'avais pas prévu. C'est bon? Ce n'est pas trop fort chez vous? À l'écoute. Donc, cette fonction que je viens de définir, si j'appelle la fonction, il va exécuter. Regardez, voilà ce qu'on va faire. Je vais mettre ça entre commentaires et je vais exécuter mon programme. Il ne se passe rien du tout. Ça, c'est la définition de la fonction. Tant que vous ne l'avez pas appelée, ben, c'est une fonction qui a été définie. Je peux en définir une centaine et il n'exécutera que celle que j'aurais appelée. Donc là, maintenant, j'enlève le commentaire. Bien sûr, j'ai appelé ma fonction table par 7. Et ben, je vais l'appeler table par 7 et je vais garder le même nom, bien sûr. Donc, je l'exécute. Voilà, il m'affiche ma table de multiplication. Est-ce que c'est bon par rapport à cette fonction? Est-ce que vous avez compris déjà? J'aurais dû insister. Pourquoi on fait une fonction? Supposons maintenant que je vais faire plusieurs tables de multiplication. Je veux la table de 8, je veux la table de 7, de 10, de 11. Et je vais m'amuser à chaque fois à écrire une fonction. Le but d'une fonction, c'est de l'écrire une fois. Vous l'avez définie. Vous allez l'appeler autant de fois que nécessaire. C'est ça le but pour une fonction. Pourquoi on écrit une fonction? C'est parce qu'on ne veut pas réécrire. Donc, c'est quand même un ensemble de lignes. C'est un petit sous-programme. Et ce sous-programme-là, je ne veux pas à chaque fois que je veux exécuter ce bloc, je vais l'écrire. Chaque fois que je veux l'exécuter, je vais l'écrire. Et parfois, je ne vais pas l'exécuter parce que je peux l'exécuter 10 fois, je vais le mettre à l'intérieur d'une boucle. Non, peut-être que je l'exécute en haut du programme, puis je vais l'exécuter bien après, et puis j'aurai 3 ou 4 lignes autres de programme et je vais encore exécuter cette fonction. À chaque fois, je vais la réécrire. Ce n'est pas intéressant. Donc, je l'écris une fois et je l'appelle autant de fois que nécessaire. Alors, là, on vient de voir une fonction. Donc, on a défini une fonction. Donc, il n'a pas d'argument. Maintenant, voilà ce que je vais faire. Je veux faire une fonction qui m'envoie la table de multiplication de n'importe quel chiffre. Donc, regardez, qu'est-ce qui va changer? On va commenter, plutôt décommenter, puis commenter cette partie. On va voir la différence. Cette fois-ci, regardez ce qu'on a changé. Entre ça et ça, j'ai juste appelé table et j'ai mis NB max égale 10. Ça veut dire que c'est une fonction qui attend 2 arguments, une variable et une deuxième variable max que j'ai initialisée à 10. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de dire while i est inférieur à 10, on lui dit while i est inférieur à max. Sauf que cette fois-ci, quand je vais appeler la fonction, donc on n'a rien changé. Elle accepte des arguments. Tout à l'heure, elle était figée. NB égale 7. Regardez ici, NB égale 7. Ici, j'ai fixé le nombre à 7. Cette fois-ci, je l'ai laissé comme étant une variable. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais changer NB, il va m'afficher la table de multiplication. Je vais justement faire celle de 7 d'abord pour que vous voyez qu'il affiche la même chose. Table 7. Et on va le faire pour table 8. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a affiché la table de multiplication de 7, puis il m'a affiché la table de multiplication pour 8. Donc, c'est tout l'intérêt d'écrire une fonction. Je l'écris qu'une fois, elle a des variables, et je l'appelle avec les variables. Je change les variables d'entrée. Donc, là, on a mis table 7, table 8. Si vous voulez, la première là,
à la limite, elle n'a presque pas d'utilité, puisque j'ai écrit une fonction qui ne fait que me donner la table de multiplication de 7. Ça veut dire que chaque fois que je vais l'appeler, il va le faire pour 7. Alors que ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a écrit une fonction et que sauf que cette fonction, elle a une variable, elle en a même deux. Elle a une première variable NB, donc je vais l'appeler avec c'est moi qui vais lui donner NB. Elle a une deuxième variable que j'ai fixée à une constante. Max égale 10. Vous allez voir qu'on peut faire autre chose. Donc max, si je ne lui donne pas de valeur, voilà ce que ça signifie ici. Il a fait table 7. Pourtant, cette fonction, je l'appelle avec deux arguments. Je ne lui ai pas donné max. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris max comme étant 10. On va faire autre chose maintenant. Regardez ce qu'on fait. On appelle la fonction avec 11, c'est-à-dire que, puisqu'elle a deux arguments, qu'est-ce qu'il va faire? Si tout à l'heure, 7 allait dans NB et max était 10, ensuite 8 allait dans NB et max était 10, cette fois-ci, 8 va aller dans NB et max sera écrasé par 11. Si on l'exécute, j'aurais dû effacer pour que vous puissiez bien voir. Je décale juste ça. Alors, exécution. Alors, j'ai appelé, regardez, je vais tout mettre. Je vais mettre d'abord ça entre commentaires. Alors, je réexécute, je vais effacer pour qu'on voit. Alors, CTRL-L me permet d'effacer pour voir ce qui se passe. Regardez ce qu'il a fait. En fait, il m'a fait la table de multiplication, parce que je lui ai donné 8, que 8 va dans NB. Il m'a fait la table de multiplication, mais elle ne va plus de 1 à 10, elle va de 1 jusqu'à 11. Donc, grâce à ça, vous pouvez donc définir une variable, la fixer, c'est-à-dire, c'est comme si vous aviez fait une valeur par défaut. Donc, c'est une valeur par défaut, elle est à 10. Si vous souhaitez la changer, vous pouvez la changer. Voilà ce que ça signifie. Ceci, quand vous écrivez une variable, que vous la déclarez à l'intérieur de la fonction et que vous lui donnez une valeur, ça veut dire que si on ne te donne pas de valeur pour cette variable, alors tu la gardes à 10. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, range. Range, on avait écrit range 7. Ça veut dire qu'il y a des valeurs par défaut. Quand vous appelez range 7, alors vous ne lui avez pas donné de range comporte 3 variables. Comme vous ne lui avez pas donné... Pardon? Ça se coupe. J'ai du mal à entendre ce que la personne qui est en train d'intervenir, j'ai du mal à l'entendre. Je rappelais la dernière fois qu'on a écrit range. On n'a utilisé qu'une variable, on a mis range 7 ou 8. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Quand vous ne lui donnez pas 3 valeurs, il comprend que la première valeur, c'est la deuxième, et qu'il commence à 0, que le pas, c'est 1. C'est la même chose. C'est suivant ce principe qu'est écrit la fonction range. Il y a des valeurs par défaut. Le pas par défaut pour range, c'est 1. Et la première valeur de range par défaut, c'est 0. Si vous décidez de donner, il va prendre vos valeurs. Sinon, il prend ici ce qu'on appelle la valeur par défaut. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Alors, je regarde sur le chat. Ah, je n'ai pas accepté les demandes de participation. Désolée, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Alors, envoyer... Ah bon? Il y a des... Normalement, il ne me demande pas mon avis pour... je l'ai fait de telle sorte que n'importe quelle personne qui ait le lien, d'accord? Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais même pas d'où... Attendez, je regarde... Attends, j'ai failli faire une bêtise. Alors, Alors, mettre en pause. Attendez, je vais arrêter l'enregistrement. Très bien. Le prochain exemple, on va avoir plusieurs exemples avec les fonctions. Alors, à chaque fois, donc, pour qu'on ne s'embrouille pas, je préfère commenter et décommenter. Donc, on va voir le prochain. Alors, en fait, on est en train de définir une fonction. Et quand vous écrivez étoile paramètre, en fait, vous pouvez mettre autant de paramètres que vous voulez. On va l'exécuter pour que vous voyez comment que ça fonctionne. Alors, c'est une fonction donc, qui accepte un nombre de paramètres divers, c'est-à-dire, et ce n'est pas fixé à 2, 3, 4 paramètres. Elle vous dit, j'ai reçu tant de paramètres. Quand vous l'appelez, elle est vide, elle vous dit, j'ai reçu. Donc, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien qui a été reçu. J'appelle fonction inconnue 33, c'est-à-dire la étoile paramètre, il est à 33. Donc, elle vous dit, j'ai reçu 33. Si vous mettez fonction inconnue AEF, eh bien, elle vous dit, j'ai reçu AEF. Si vous l'appelez
vous mettez une certaine variable, 3,5, vous l'appuyez avec une variable et vous lui donnez un tableau d'une dimension 4, ou même pas, il pourrait qu'il le lise carrément comme une chaîne de caractères, parce que ici c'est un message, et bien voilà ce qu'elle affiche. Donc c'est une fonction qui peut recevoir un nombre non défini de paramètres. Ça aussi, donc je ne sais pas, ça peut vous être utile, je l'avais trouvé, donc je vous l'ai mise. Donc elle peut recevoir un nombre de paramètres qui n'est pas défini au préalable. Alors, là, on vient de voir, les exemples qu'on vient de voir là, ce sont donc des fonctions qui ne renvoient pas de valeur, c'est-à-dire soit elles ont des paramètres en entrée, soit elles n'en ont pas, soit elles ont des paramètres plus certains paramètres qui ont une valeur par défaut. Et alors maintenant, on va tester une fonction qui donc, a un paramètre d'entrée et qui me renvoie aussi quelque chose en sortie. Ici, on veut définir la fonction carré, donc c'est l'équivalent de puissance. Donc, on fixe la fonction carré, donc on lui donne une valeur, elle doit retourner valeur, étoile valeur. J'aurais pu écrire aussi ici, elle n'est pas forcée que de retourner, je vais écrire printf, par exemple, le carré de, par exemple, je vais mettre pourcentage et je vais écrire valeur. Je vais le faire comme ça. On va faire même plus que ça. On va écrire, par exemple, A égale valeur fois valeur. Bon, c'était tellement plus simple telle qu'elle était, mais c'est juste pour vous montrer que je peux mettre, comme les autres, je peux mettre autant d'instructions. Je vais écrire A et je vais lui mettre ici return A. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui me signale ça? Il y a quand même un bruit et non. Alors, il me dit qu'il y a une erreur. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, j'ai écrit printf parce que c'est les automatismes, tu sais. J'écris toujours printf au lieu d'écrire print. Regardez, on va l'exécuter ensemble. Alors, pourquoi rien ne s'est passé? Je viens d'exécuter mon programme. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a rien affiché? À votre avis? Pourquoi il ne m'affiche rien? Il n'y a pas eu d'erreur, hein? Il ne m'a rien affiché. Et c'est compréhensible. Pourquoi il ne m'a rien affiché? Alors, non, oui, il n'y a pas de valeur, c'est surtout parce que je n'ai pas appelé la fonction. J'ai défini une fonction, mais je ne l'ai pas appelée. J'ai dit, vous pouvez définir autant de fonctions que vous voulez. Lui, quand on va utiliser les bibliothèques, import, numpy, math, il y a plein de fonctions qui sont à l'intérieur, ne vont être utilisées que celles que vous aurez appelées. C'est pour ça qu'une fonction n'a de sens que si je l'appelle. Je la définis, maintenant je vais l'appeler. Il me dit le carré de 5 et 25, et return A. Donc, comme il retourne A, et ici j'ai mis print A, donc A ici vaut 25. D'accord? Il m'a renvoyé A. J'aurais même pu faire mieux, je vais écrire B égale. Là, j'ai fait print carré A, donc ce n'est pas la peine. Mais j'aurais pu écrire, on va le faire comme ça. Je vais écrire B égale, si j'ai besoin d'utiliser cette valeur carré A, et je vais mettre print B. Donc, rappelez-vous que, donc si j'appelle P égale pas carré A, pardon, carré 5, on va exécuter la fonction. Quand vous écrivez B égale carré 5, qu'est-ce qui va se passer? Le 5, il va prendre la place de valeur. Et dans A, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai valeur, étoile, valeur, c'est-à-dire 5 fois 5. Donc, dans A, j'aurai 25. Et je lui ai dit return A. Donc, ce 25, il se retrouvera dans B. Donc, quand j'exécute, il me dit le carré de 5 est 25. Et j'ai écrit B égale carré 5. Donc, il l'a appelé, il l'a exécuté. Et puis, j'ai mis print B. Il m'a affiché 25. Est-ce que vous voyez comment que ça se passe? Si je lui fais maintenant moins 3, qu'est-ce qui va se passer? Donc, carré moins 3 sera dans valeur. Donc, valeur vaut moins 3. Donc, A va valoir moins 3 fois moins 3, ce sera 9. Donc, dans A, j'aurai 9. Et comme ici, c'est return. Quand vous dites return, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'il y avait ici, ce qu'il y avait là, il sera dans B. On peut même faire autre chose. Regardez ce qu'on va faire.
on va mettre return A et on va lui faire A étoile A. C'est-à-dire, alors return, on va faire A étoile A. Et ici, je vais écrire B et je vais mettre C. C'est-à-dire, je suis en train de lui dire, tu vas me renvoyer deux choses. Tu me renvoies, une fois que tu as fait ton calcul, tu me renvoies A et tu me renvoies le carré de A. Donc, logiquement, si j'exécute, je devrais avoir le carré de A qui est 9 et puis il devrait m'afficher 80. Ah oui, je n'ai pas affiché, c'est print B. Bien sûr que tout calcul, si vous ne l'affichez pas, vous ne le verrez pas. Donc, j'exécute. Voilà ce qu'il m'a fait. Donc, il a pris moins 3, il a mis dans valeur, il a calculé A vaut 9 et je lui ai dit, tu me renvoies 9 et tu me renvoies 9 fois 9. Donc, il m'a bien renvoyé 9 et 81. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ce qu'on vient de voir? Parce qu'en général, les fonctions, la plupart des fonctions, c'est plutôt ça. Vous avez des valeurs en entrée, il vous renvoie quelque chose en sortie. Maintenant, il peut, si c'est une fonction d'affichage, il ne renvoie rien en sortie. Mais là, on vient de voir le cas complet, des valeurs d'entrée et des valeurs de sortie. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce qu'on vient de voir? J'attends quelques secondes. Si quelque chose n'est pas clair, si vous avez compris cet exemple, vous avez compris les fonctions. D'accord. Alors, vous avez une autre fonction qui s'appelle lambda. En fait, elle sert à quoi? Alors, au lieu d'écrire une fonction, lorsque votre fonction n'a qu'une instruction à exécuter, une et une seule, au lieu d'écrire une fonction, vous pouvez définir la fonction comme ça. Vous n'êtes pas obligé de passer par def fonction. Ici, cette fonction, on écrit lambda, on l'appelle f. Donc, f est une fonction. Elle vaut quoi? Elle vaut lambda. On écrit lambda, c'est une instruction, d'accord? Qui fait quoi? Qui a x affecte x fois x. En fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on venait de faire. Sauf que cette instruction ne marche que lorsque votre programme, c'est-à-dire votre fonction, n'exécute qu'une seule instruction. Lorsque votre fonction n'exécute, c'est-à-dire il n'y a pas 3 lignes, 4 lignes, il n'y a qu'une ligne dans votre fonction. Et vous retournez, donc c'est-à-dire dans votre fonction ici, comme tout à l'heure, je n'ai que le return. Si vous devez définir une fonction f et qui renvoie x fois x, au lieu d'écrire def f x, return x fois x, vous pouvez écrire directement f égale lambda pour x, 2 points, x fois x. Ça veut dire chaque fois que vous lui donnez x, il va renvoyer le carré. Regardez, je vais changer, je vais mettre le cube, puissance 3. Qu'importe, l'essentiel, c'est que je ne rajoute pas d'instruction. Celle-ci, je ne peux l'utiliser que lorsque j'ai donc une instruction, je lui donne une valeur et il me renvoie quelque chose. Dans tout votre programme définition de fonction, vous avez une instruction return. Donc, je l'exécute maintenant. On y a dit print F5. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Mais je devais décommenter ça. Plutôt commenter ça. Vous le voyez ici, l'affiché, je vais le réexécuter. Je efface encore, CTRL-L. Et j'exécute mon programme. Il m'affiche 125. Pour chaque valeur de x, il doit renvoyer. Donc ça, c'est la variable d'entrée et ça, c'est la variable de sortie. Si vous travaillez de la sorte, vous pouvez le faire. Pour x, pour une valeur donnée, il renvoie quelque chose, il retourne quelque chose. Voilà. Donc x, ça fait 5 fois 5, ça fait 25. 25 fois 5, ça fait 125. Alors, est-ce qu'il y a un souci par rapport à ce qu'on vient de voir? Ça va. C'est bon? OK. Maintenant, on va voir les imports et on va voir les tableaux. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on venait de dire maintenant? On vient de dire que les fonctions, ben, il y en a plein qui sont écrites. Sauf que ces fonctions, bien sûr, vous avez des fonctions qui vous permettent de visualiser des choses, des fonctions qui vous permettent de faire des calculs. Alors, ces fonctions-là, elles sont mises dans des librairies. Ces librairies-là portent le nom. Donc, celui qui a conçu le Python leur a donné des noms qui sont en lien avec ce qu'elles font. Par exemple, vous avez une bibliothèque numérique, ça s'appelle NumPy, parce qu'il y a dedans tous les outils numériques. Vous avez une bibliothèque qui s'appelle SciPy. En fait, c'est tout ce qui est calcul scientifique. Donc, c'est un peu plus que les calculs, de simples calculs numériques.
Vous avez une bibliothèque maths avec toutes les fonctions mathématiques pour faire des racines carrées, des puissances. Et parfois, ces fonctions-là sont redondantes. C'est-à-dire, par exemple, la fonction qui va faire sinus, vous la trouverez dans maths, vous la trouverez dans NumPy, dans SciPy aussi. Vous avez des fonctions qui vous permettent de visualiser. C'est la fonction matplotlib. Donc, c'est tout ce qui fait visualisation des données scientifiques. Quand on dit visualisation, donc ça va de la simple ligne, de simple graphique à des dessins 3D, à des images. Donc, vous aurez à les utiliser en TP. Vous avez donc là, regardez, donc quand j'écris import math, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va ramener toutes les fonctions qui sont dans math, même si vous ne les utilisez pas. Vous écrivez import math, il va toutes les ramener. Par contre, si vous écrivez ceci from math import SQRT, vous lui dites à partir de la bibliothèque mathématique, tu ramènes que la fonction SQRT parce que vous ne voulez pas alourdir votre programme. Donc, si vous écrivez import math, il ramène tout ce qu'il y a dedans. Si vous mettez import from math import SQRT, ça veut dire que vous ramenez que la fonction qui permet de calculer la racine carrée. Et vous pouvez faire aussi autre chose. C'est lourd d'écrire math. Vous décidez, par exemple, plutôt on fait l'inverse, vous décidez d'écrire, par exemple, import math as empty. Si vous mettez import math as empty, en fait, il fait la même chose que ça, sauf que vos fonctions, votre librairie va l'appeler empty. Regardez maintenant, il ne va pas fonctionner c'est juste un avertissement. Donc, quand vous voulez utiliser la fonction SQRT qui est dans math, vous êtes obligé de lui écrire tout le chemin. C'est-à-dire, vous lui dites, tu vas exécuter la fonction SQRT qui appartient à math. Donc, vous êtes obligé d'écrire print. Donc, vous voulez juste calculer, ça c'est pour l'affichage, pour que ce soit clair. Je veux calculer la racine carrée. Je veux calculer la racine carrée de 16. Donc, je fais ça. Je le mets dans A. Je ne veux pas que le print se mélange dans vos têtes avec la fonction. Et je vais mettre print A. Parce que ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui vient avant. Voilà. Si je veux appeler la fonction SQRT de math, je suis obligée d'écrire math.sqrt. Donc, j'écris A égale math.sqrt parce que SQRT se trouve dans la librairie math. J'exécute mon programme. Donc, il me fait la racine de 16. Donc, s'il affiche A, il devrait m'afficher A égale 4. Il est encore en train d'exécuter l'ancien programme. C'est pour ça que vous voyez 125. On va le réexécuter. Voilà. Donc, il m'a fait la racine carrée de 16 et il m'a écrit 4.0 parce que pour lui, racine carrée est définie pour un réel. Donc, il écrit 4.0. Maintenant, si je veux lui changer de nom comme tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder la même syntaxe, sauf que cette fois-ci, je lui ai changé de nom. Donc, je vais écrire A égale mt.sqrt16 puisque je viens de lui changer de nom. Donc, je lui dis, tu importes toutes les fonctions qui sont dans maths, toute la librairie mathématique. En plus, au moment où tu l'importes, tu lui donnes le nom MT. Alors, maths, il n'y a pas d'intérêt à lui changer de nom. Mais quand vous vous amusez à écrire à chaque fois SciPy, NumPy, c'est long. Alors, on remplace souvent NumPy par NP et SciPy par SP. C'est tout. C'est juste, on lui change de nom et elle va s'exécuter comme tout à l'heure. Il va afficher A. Parce que vous allez vouloir faire un peu de Python tout seul, vous allez voir que par moment c'est écrit comme ça pour que vous sachiez comment les différentes formes, comment vous allez les trouver, soit import math, soit import math as, et puis on va voir la dernière. Donc si j'exécute mon programme, rien ne change, il va me faire que la racine. Celui-là il m'a mis 4 et ici il m'a mis 4. J'ai juste importé, en même temps que j'ai importé la bibliothèque, je lui ai changé la dénomination. Alors maintenant, vous pouvez ne pas ramener toutes les fonctions qui sont dans la bibliothèque, mais juste celles dont vous avez besoin. Donc, on va écrire from math import SQRT. Maintenant, regardez, l'écriture, elle est beaucoup plus facile. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais écrire A égale SQRT parce que j'ai ramené que la fonction qui calcule la racine carrée. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire maths. Je l'ai ramené directement. Je n'ai pas ramené toute la bibliothèque mathématique. Ensuite, je lui ai dit, prends de la bibliothèque mathématique SQRT. Là, j'ai ramené directement SQRT. Voilà, et je vais lui mettre print A. C'est ce qu'a fait c'est comme ça que votre programme est conçu, celui du premier TP. En fait, on a ramené tout votre programme du premier TP, on fait from quelque chose import. Voilà,
il s'exécute. Dans tous les cas, il m'a bien calculé la racine carrée de 16. Sauf que c'est fait de différentes façons. Alors, je patiente un petit peu, vous me dites si c'est bon. Comme ça, on enchaîne sur les tableaux. Alors, comme il ne reste que quelques minutes, donc je vais faire mes zooms et vous allez vous reconnecter. Bien. Alors, quelqu'un me demandait donc de réexpliquer, pardon, les from. Très bien. From math import SQRT. Très bien. En fait, la bibliothèque mathématique, enfin la librairie mathématique, elle comporte beaucoup de fonctions qui vous permettent de faire des calculs mathématiques. Donc, je disais puissance, je crois que c'est pas, SQRT, peut-être sinus, cosinus. Honnêtement, je n'ai pas regardé mais sûrement toutes les fonctions mathématiques, tangente, arc-tangente, valeur absolue, peut-être même éventuellement quelques calculs de statistiques, genre la moyenne, la variance. C'est pourrait qu'ils y soient aussi, à vérifier. Donc, si je fais import math, il me ramène toutes les fonctions qui sont définies dans math. Si je n'ai pas besoin de toutes les fonctions, donc je ne souhaite pas alourdir mon programme, je vais ramener juste les fonctions dont j'ai besoin. Ici, j'avais besoin de calculer la racine carrée. La fonction qui le fait s'appelle SQRT, square root. Donc, c'est pour ça que c'est SQRT. Donc, j'ai importé uniquement la fonction qui me permet de calculer la racine carrée. Donc, je lui dis from, c'est-à-dire à partir de la librairie mathématique, tu importes SQRT, alors que la différence avant, c'était import math. Ça veut dire que tu ramènes tout. Tu ramènes la librairie mathématique, alors que là, je lui dis de la librairie mathématique, tu ramènes juste la fonction racine carrée. Est-ce que j'ai répondu à la question de la demoiselle? Super. Bien, je remets CTRL-Z. Je me replace ici. Ok, il ne veut pas faire CTRL-Z. Alors, je voulais juste annuler. Bien. Alors, il faut savoir qu'en Python, il y a ce qu'on appelle les chaînes de caractères, les listes et les tableaux. Les chaînes de caractères, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Les chaînes de caractères, je vais revenir juste dessus. Quand on avait écrit bonjour, ça, c'est une chaîne de caractères. Ça, c'est aussi une chaîne de caractères. Si vous déclarez, vous mettez une phrase, donc ça s'appelle une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, vous ne pouvez pas la modifier comme vous le voulez. C'est-à-dire une chaîne de caractères, il faudrait utiliser des fonctions spécifiques. C'est-à-dire, elle est une chaîne de caractères. J'ai écrit, par exemple, dans la première valeur, j'ai écrit bonjour. Je ne peux pas l'écraser par bonsoir après. Pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle des variables, je vais remettre ici CTRL-Z. Si vous voulez travailler avec des variables, il faudrait travailler avec ce qu'on appelle des listes et des tableaux. Sachant qu'une liste peut contenir une chaîne de caractères. Sachant aussi qu'un tableau peut contenir une chaîne de caractères. Mais si vous définissez au début une chaîne de caractères, d'ailleurs la différence c'est des parenthèses, c'est plus décroché. Si vous définissez une chaîne de caractères, vous ne pouvez pas écraser la chaîne de caractères. Vous ne pouvez pas lui changer. Par exemple, la première phrase ou la première ligne avait écrit un mot, vous ne pouvez pas écrire un autre mot à la place. Par contre, lorsque vous utilisez des listes et des tableaux, vous pouvez le faire. Alors, première chose, c'est quoi la différence entre une liste et un tableau? Quand vous utilisez une liste, voilà, je l'ai appelée liste, pas grave, lui, de toute façon, il l'appelle liste avec sans E. Si ça vous pose problème, je vais l'appeler A pour que vous voyez que c'est A, c'est juste le nom d'une variable. Je vais l'appeler A, et là, je ne vais pas écrire tableau, je vais l'appeler B. Donc, ici, je viens de déclarer une liste. Donc, une liste, vous mettez entre crochets tous les éléments qu'elle contient. Et regardez, elle peut contenir des éléments divers. Elle peut contenir donc une chaîne de caractères. Elle peut contenir un nombre. Elle pourrait même contenir un tableau. Je vais mettre par exemple, je vais lui donner un tableau. 1, 3, -7. Voilà. Et je vais lui dire
Alors, pourquoi il me fait... J'ai oublié quelque chose. Il me dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Indefinite list, bien sûr. Ça ne marche pas parce que la liste, je l'ai appelée A. Regardez. Et je vais mettre ici un tableau B. Je vais vous montrer la différence. En fait, il contient la même chose. D'accord? Sauf que, je vais rajouter ça aussi ici pour que vous voyez ça peut contenir une multitude de choses. Il y avait un 6 ici. Et je vais vous dire où réside la différence principale. Je vais exécuter les deux programmes. Et vous allez voir que tout de... Ah, il y a un souci. Qu'est-ce qui m'a affiché ici? List of tuple. Ah, je crois que je ne peux pas faire ça avec un tableau, tiens. Alors, nom, prénom, ça a marché. Il m'a mis liste. Attendez, est-ce que j'ai modifié quelque chose? Alors, il y a nom, prénom, 1, 3, moins 7. Alors, je ne sais pas ce qu'il n'a pas... Alors, bon, pas grave, je vais enlever. Peut-être que j'ai... Ah oui, j'ai rajouté un crochet ici. Je crois que j'ai rajouté un crochet. Je vais réexécuter. Moi, il avait fonctionné, il n'y a pas de raison. Non, il me dit qu'il y a quelque chose qui manque. Attendez. Qu'est-ce qui est manquant ici? Ah oui, il manque un crochet là. J'en ai ouvert un. Bon, pas grave. Je ne vais pas rajouter un tableau dans un tableau. Peut-être que ça ne marche pas. Eh bien, c'est peut-être ça. C'est une différence principale et qui ça marche. OK, je vais réexécuter et je vais voir plus en détail pourquoi ça n'a pas fonctionné ici. Alors, il manque encore. Vous avez oublié un crochet, madame. Oui, alors, en plus, j'ai mis, au lieu de mettre un crochet, j'ai encore mis une accolade. Alors, Alt, Contrôle, crochet. Ça, OK. Bien. Après, on va essayer de voir peut-être justement, c'est une principale différence. Alors, regardez, quand vous faites une liste, regardez, je n'ai pas eu besoin de déclarer un tableau. Une liste n'a pas besoin de déclaration. Mais en général, on utilise une liste pour des séquences qui sont courtes. C'est-à-dire, je veux mettre une petite liste, c'est comme une liste de courses. Vous voulez écrire dedans certains éléments, mais ce n'est pas pour mettre un tableau de 1000 valeurs, de 2000 valeurs. Et regardez ce qu'est l'intérêt d'une liste, c'est que elle peut contenir de nombreux éléments qui sont différents, ils n'ont pas forcément le même type. Ici, j'ai donc des chaînes de caractères, ici j'ai un nombre, ici j'ai un tableau. Quand je lui ai demandé d'afficher A, eh bien, il m'a affiché ce qu'il y avait dans la liste. Maintenant, si je lui dis, regardez, print list 1, à votre avis, qu'est-ce qu'il va afficher? Ah, bien sûr. Amusé, oui, je me suis amusée à l'appeler A partout et j'ai oublié de la changer partout. Allez, je vais la changer partout. Et je vais la changer encore ici. Et je vais la changer ici. On va exécuter. Exécuter, le but, c'était que je voulais vous montrer la différence entre une liste et... Parce qu'on peut être tenté de travailler avec une liste parce que ça paraît simple, ça n'a pas besoin de déclaration et ça reste limité pour certaines applications. Alors, je vais expliquer pourquoi, ce que c'est. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait print A, donc il m'a affiché le contenu de la liste. Quand je lui ai dit A1, rappelez-vous que Python démarre avec 0. Donc, ça, c'est l'élément. Ça, non, se trouve dans A0. Celui-là dans A1, A2, A3, A4. Donc, si je veux afficher le deuxième élément, j'écrirai A1. Si je regarde ici, il m'a affiché prénom. Ensuite, je lui ai demandé N égale LNA. C'est-à-dire, je lui ai demandé, dans N, il y a la longueur de la liste. Où est-ce qu'il m'affiche? Je le cherche. Où est-ce qu'il m'affiche? Ah oui. Pourquoi je ne vois pas N, à votre avis? Je voulais afficher la longueur de la chaîne. Pour moi, la chaîne comporte combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je voulais voir n égale 5. Et pourtant, ce n'est pas affiché. ما كاينش دايره print Je n'ai pas fait print. Regardez, n, c'est écrit. N est égal à 5. Rappelez-vous, il ne vous affichera pas si vous ne lui avez pas écrit print. Mais ici, je vois bien que n égale 5. Donc, si je veux le rajouter, je vais mettre print n. Donc, je le réexécute.
Donc, il m'a affiché nom, prénom. Ensuite, je lui ai demandé de m'afficher la longueur de la chaîne. Donc, ça, c'est avec N. Pourquoi je vous le mets ici? Parce que vous en aurez besoin. Parfois, vous allez déclarer des tableaux et puis vous ne savez pas s'il a pris la dernière valeur ou pas. Est-ce qu'il a démarré à 0? L'N vous permettra de connaître la taille de la dimension de votre tableau. Maintenant, supposons, je veux rajouter un élément à la liste. Lorsque vous voulez rajouter un élément à la liste, vous allez écrire append. Parce qu'un appendice, c'est quelque chose, appendice d'un livre, c'est ce qu'on trouve à la fin. Je veux rajouter à la liste, je veux rajouter RT. Parce que je n'ai pas défini un tableau qui a 100 dimensions. Par exemple, si j'avais défini un tableau qui comporte 6, je lui dis à la position A5, rajoute master. Mais non, puisque moi, ici, je n'ai pas de déclaration. Donc, j'ai rempli directement une liste qui contient 5 éléments. Si vous voulez le rajouter, vous ne pouvez pas écrire A6. Il va vous dire plutôt A5, puisqu'il commence à A0. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. Le dernier élément se trouve dans A4. Ça, c'est A0, A1, A2, A3, A4. Vous voulez rajouter un élément dans A5. Ça ne fonctionnera pas parce que A5 n'existe pas. Donc, le seul moyen quand vous travaillez avec une liste, c'est d'utiliser append. Pour pouvoir rajouter un élément, c'est append. Si vous voulez insérer un élément, je veux rajouter master ST ici. Il faudra que j'utilise insert. Si je veux enlever un élément, je vais utiliser la fonction remove. Et comment on écrit? Regardez. On a écrit A.append. C'est-à-dire, tu prends pour lui, parce que A est déjà une structure. Une liste est une structure qui comporte elle-même, c'est-à-dire la liste, elle a ses propres fonctions. Donc, donc si j'utilise A remove, il va exécuter quelque chose. Si j'utilise A insert, il va faire quelque chose. Donc, en utilisant A append, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté master ST. Mais il l'a rajouté où? Regardez l'affichage. Je vais enlever ça. Encore une fois, je vais mettre CTRL-L. Je vais exécuter. Voilà, il a rajouté master RT. Je lui ai demandé de rajouter master de point RT. Voilà comment on rajoute un élément à une liste. Maintenant, je disais, les listes se ressemblent, c'est-à-dire, si vous remarquez, oui, attendez, il y a une question sur le chat. Alors, est-ce que c'est une structure dynamique contrairement au tableau? Je crois que le tableau aussi est une structure dynamique. Parce que même avec un tableau, je peux faire append. Je l'ai déjà essayé, je peux le faire. J'ai essayé de lire, je vous disais que c'était quand même, ça reste une initiation sur Python. Je pensais qu'en Python. Oui, je t'écoute. En fait, je pensais que Python avait introduit la structure d'une liste. Pardon, ma connexion en fait. Je pensais que Python avait introduit la notion de liste. Ça se coupe. Alors, bon, je ne sais pas, je vais essayer de répondre. Oui, tu reprends sur le chat. Ce n'est pas bon, d'accord. Alors, hier, en fait, honnêtement, jusqu'à hier, pour moi, liste et tableau désignaient la même chose. Honnêtement, hier, j'ai essayé de voir c'était quoi les différences. Donc, ce que je vous ai repris, c'est ce que j'ai appris hier. Donc, parce que pour moi, j'utilisais indifféremment l'un ou l'autre. Puis, je remarquais que c'était plus pour des séquences courtes parce que si je veux rajouter des éléments, imaginons, j'en ai déclaré 10. Puisque la déclaration, il n'y a pas de déclaration. Je le remplis. Je ne vais pas remplir une liste avec 1000 éléments. Ça veut dire que les 1000 éléments, c'est moi qui vais les taper. Ce n'est pas intéressant. Puisqu'à la base, la liste ne se déclare pas. Donc, ça veut dire qu'elle se remplit. Je ne vais pas la remplir avec 1000 éléments. Donc, moi, si j'ai envie de remplir, je préfère mettre un tableau et puis je vais remplir avec un for. D'accord? C'est-à-dire ici, si je devais la remplir, je pourrais le faire, peut-être mettre append et je le mettrais dans une boucle. Oui, c'est possible. Mais le tableau pour moi, le tableau va s'utiliser beaucoup plus facilement parce que regardez, quand vous avez une chaîne, si vous essayez de faire A égale A divisé par 2, eh bien, il ne pourra pas vous diviser une liste en deux. Par contre, pour un tableau, il le fait très facilement. Un tableau se prête à une division par 2, alors qu'une chaîne, si vous écrivez divisé par 3, il ne sait pas vous le divisez par 3, il ne sait pas le faire. C'est ce que je crois avoir essayé hier. J'espère que je ne comprends pas avec une chaîne. D'accord? Donc ici, quand on veut faire des opérations numériques, il vaut mieux utiliser un tableau. Sauf qu'un tableau, à l'inverse, je regarde le commentaire sur le chat.
C'est possible, oui, parce qu'en fait, c'est vrai que la liste, elle a quelques attributs de la chaîne, effectivement, puisqu'on peut la remplir de plusieurs chaînes, et elle a quelques attributs du tableau. C'est une passerelle entre chaîne et tableau, c'est pas possible. Mais là, il faudrait une lecture plus pointue de ça, d'accord? Je vous disais encore une fois, je fais du Python, j'ai appris le Python pour faire des applications pour le signal. Donc, il y a forcément des nuances, des trucs, des choses que j'ignore, que je ne suis pas en train de mettre en avant. Donc, j'essaie de vous expliquer les petites choses de base qui vont nous servir pour le signal. Mais je suppose que ton commentaire est vrai. Alors, à l'inverse d'un tableau, d'une liste, quand vous allez utiliser un tableau, vous avez besoin de le déclarer. Pour le déclarer, c'est-à-dire vous êtes obligé d'écrire que c'est un tableau array en anglais et il est défini dans la bibliothèque NumPy. Alors, comme tout à l'heure, on a importé la bibliothèque NumPy, mais on lui a changé de nom, on l'appelait NumPy. Ça me permet d'utiliser array. J'aurais pu écrire ici from NumPy import array et je l'utilise directement. Alors, puisqu'on a importé la bibliothèque NumPy, que array fait partie de NumPy, je suis obligée d'écrire np.array. Pourquoi je n'ai pas écrit NumPy? Parce que ici et maintenant, je l'ai appelé np. D'accord? Donc ici, je vais changer puisqu'on l'a appelé B. J'ai fait exprès de donner des noms de variables pour que vous ne dites pas que parce que ça s'appelle tableau, c'est un tableau, et parce que ça s'appelle liste, c'est une liste. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Donc, un tableau et une liste se différencient principalement que le premier, je le remplis, je lui affecte des valeurs directement, alors que le deuxième, je déclare d'abord un tableau. Donc, on a mis donc nom. Donc, c'est un tableau qui contient nom, prénom, sous-groupe et 6, comme tout à l'heure. Si j'affiche B, je vais l'exécuter. Je vais l'exécuter juste en dessous, comme ça on va le voir ce que ça donne. Ah, il m'affiche la même chose. Donc, je peux afficher le tableau. Il m'affiche ce qu'il y a à l'intérieur. Je lui ai demandé de m'afficher. Alors, quand vous écrivez B-1, en fait, vous êtes en train de lui dire démarre de la fin. Quand vous écrivez B-1, parce que normalement, les indices du tableau, ça devrait être comme tout à l'heure. Il y a ici, ça c'est B0, B1, B2, B3. Mais si vous écrivez B-1, vous êtes en train de lui dire va vers la fin et remonte de -1. Donc, il va vous afficher 6. Si vous lui mettez B-3, eh bien, il va vous afficher prénom. On va le changer de suite. Si je mets B-3, en fait, il m'affiche le troisième élément, mais en commençant de la fin. Voilà. En lui mettant B-3. Attendez, il faut que je... Si j'ai enlevé les commentaires, oui, j'ai commenté l'autre. Donc, il m'a affiché la chaîne, il m'a écrit prénom. Je suis en train de lui dire, tu m'affiches le troisième élément à partir de la fin. 1, 2, 3. Voilà comment il fonctionne. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que vous allez les trouver. Quand vous voulez dire du début jusqu'à, quand vous voulez lui dire, affiche du début jusqu'à une certaine valeur, vous mettrez 2 points. Là, je lui dis, affiche-moi du début jusqu'à la deuxième position. Donc, il fait quoi? B2, il m'a affiché nom et prénom. D'accord? Si vous lui dites B2 jusqu'à la fin, vous êtes en train de lui dire, va de la deuxième position, à partir de la deuxième position, tu affiches jusqu'à la fin. Regardez, 2.2, ça a correspondu à quoi? Il m'a affiché nom, prénom. N'oubliez pas que quand vous êtes sous Python, il va toujours jusqu'à l'avant-dernière valeur. Donc là, je lui dis, tu vas jusqu'au début, 2 n'est pas compris dans l'expression. Votre 2 n'est pas compris dans votre expression, c'est-à-dire qu'il va afficher 0 et 1. Donc, ça, c'est B0, et ça, c'est B1, ça, c'est B2, ça, c'est B3. Regardez, si je vais dans B, voilà où je les trouve. Regardez, comme ça, vous voyez bien ce que c'est. À la position 0, j'ai le nom. À la position 1, j'ai le prénom. À la deuxième position, troisième, qui est pour moi, à la position 2, j'ai sous-groupe. Et à la position 3, j'ai 6. Si je regarde mon programme ici, c'est écrit 2.2. Et pourtant, il m'a affiché du début, mais il ne va pas jusqu'à la deuxième position. Il m'a affiché nom, prénom. La deuxième n'est pas comprise. D'accord? Par contre, quand je lui dis, c'est-à-dire l'élément de fin n'est jamais pris. Par contre, quand je lui dis 2 points, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu démarres de 2, la position 2, et tu vas jusqu'à la fin. La position 2, il y a sous-groupe, il va jusqu'à 6.
Pourquoi je suis en train d'insister sur ça? Parce que vous allez les utiliser. Il faut que vous sachiez que si vous vous arrêtez à 2, il n'ira pas jusqu'à 2. Il va faire 0, 1. Et que vous y démarrez de 2, il va démarrer à 2, il va aller jusqu'à la fin. Si vous lui affichez maintenant, regardez, on lui a mis 2 points, 2 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas du début jusqu'à la fin, mais moins 1. Moins 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va aller du début jusqu'à la fin, mais moins 1 en sens inverse. Regardez ce qu'il vous affiche. Il apprend le tableau, il le fait à l'envers. 6, SG, prénom et nom. Est-ce que c'est bon? C'est quelque chose qui n'est pas clair ici. C'est des petits artifices. Si vous voulez commencer du début, vous n'êtes pas obligé d'écrire 0, vous n'êtes pas obligé d'écrire jusqu'à le dernier élément. Quand vous écrivez 2 points en début, ça veut dire qu'il commence au début. Si vous mettez 2 points à la fin, ça veut dire qu'il va aller jusqu'au dernier élément. Alors, s'il n'y a pas de questions, il faudrait que je vous montre quelque chose qui est aussi propre à Python, qui peut vous poser problème si vous n'y faites pas attention. Aussi, c'est lié au tableau. Alors, on laisse, on va juste enlever ça, parce qu'on avait besoin de la bibliothèque NumPy. Alors, après, moi, je dis NumPy, c'est parfois plus simple. Alors, regardez, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un tableau qu'on a initialisé. On lui a donné les valeurs 2, 5, moins 7, 7, 2. Et on a affiché A. On lui dit B égale A. Et on change B0. Et regardez ce qui va se passer. C'est assez... Ça m'a impressionné la première fois que je l'ai fait. Regardez ce qu'on a fait. On a mis dans A. Donc, dans A, il y a 2, 5, moins 7, 7 et 2. Et puis, on a pris B qui vaut A. C'est-à-dire que maintenant, B vaut A. Donc, B, qu'est-ce qu'il vaut? Je vais le mettre ici pour que vous voyez bien. Je vais enlever le A d'ici. Faites-y très attention parce que ça risque de vous jouer des tours. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a affiché, attendez, ce qui m'a affiché les... très bien. Donc, dans A et dans B, j'ai la même chose. J'ai changé le contenu de B. En mettant B0 égale 9, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première valeur de B est passée à 9. Est-ce que j'ai touché à A ici? Regardez bien dans mon programme. Est-ce que j'ai touché à A? Est-ce que j'ai modifié la première valeur de A? Non. Et pourtant, regardez ce qui s'est passé. Je lui ai demandé d'afficher A et B. Les deux ont été modifiés. J'ai dit, non, alors normalement, non. Faites-y très attention. Lui, quand vous lui dites A et cette structure B égale A, en fait, c'est comme si vous utilisiez des pointeurs. On appelle ça des références. Pour lui, quand vous écrivez B égale A, vous faites référence aux mêmes cases mémoire. Donc, le fait d'avoir changé la première valeur de B, vous avez aussi changé la première valeur de A. Pour lui, B et A indiquent le même emplacement mémoire. Voilà ce que ça signifie. Pour Python, lorsque A fait référence à un emplacement mémoire et lorsque B veut A, ils sont en train de faire référence au même emplacement mémoire. Modifier l'un veut dire modifier l'autre. Donc, faites-y attention. Si jamais vous voulez sauvegarder l'ancienne valeur, vous aviez par exemple dans un tableau des valeurs et puis vous voulez les mettre dans B pour pouvoir les changer après. C'est-à-dire, vous vous dites, c'est bon, j'ai gardé les anciennes valeurs. Maintenant, dans B, je vais mettre de nouvelles valeurs. Eh bien, il va changer A. Si vous voulez garder les anciennes valeurs, en fait, ce qu'il faut faire, il y a une instruction qui s'appelle Deep Copy. Il fait une copie profonde. On va le faire immédiatement. Vous allez voir ce qu'il fait cette fois-ci. Parce que c'est quelque chose qui risque de se produire, sachant que ce n'est parce que le C ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes en train de faire du C en même temps à travers le cours C orienté au objet. Et là, ça ne fonctionne pas de la même façon. Regardez maintenant. Si je veux copier A, donc faire une copie de A sans faire référence au même objet, j'utilise la fonction qui s'appelle Deep Copy. Cette fois-ci, lorsque je vais changer B, A ne va pas changer. On va le tester. On va le tester de la même façon. Donc, je vais mettre, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais mettre print AB tout de suite après. Voilà. Pour voir dans le même programme. Alors, print. Je vais le mettre ici.
Je vais enlever le print archiable, comme ça, il garde la même structure. Alors, bien. Regardez cette fois-ci. Voilà, A et B contiennent la même chose au début. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé B, mais A est resté avec les mêmes valeurs. Ici, le contenu de A n'est pas le contenu de B, contrairement à tout à l'heure, où le contenu de A était le contenu de B. On est d'accord? Si vous voulez faire une copie en faisant B égale A, et lorsque vous modifiez B, A ne l'est pas, vous devez faire une deep copie. Comme ça, lorsque vous allez modifier B, ils ne font plus. On appelle ça un appel sans référence. Ce n'est plus référent, ils n'ont plus la même référence. C'est comme si vous aviez créé deux cases mémoire différentes. On a fait une copie profonde de A, donc une copie où c'est une case mémoire différente. D'accord? Je dis, ça peut vous arriver, faites-y attention. Alors maintenant, on va utiliser les tableaux, donc là, pardon, les matrices. Donc, si vous voulez déclarer un tableau, ben, vous écrivez NP-Array. Maintenant, si je veux une matrice, ben, je vais créer une matrice. Regardez ici, je veux créer une matrice de deux lignes, 3 colonnes. Et ben, je vais mettre des doubles crochets. Donc, le premier, ça veut dire 1, 2, 3, c'est la première ligne. 4, 5, 6, c'est la deuxième ligne. Je vais juste décommenter ça. Commenter encore une fois, commenter, décommenter. Et donc, on a créé une matrice C. Je vais l'exécuter. Voilà. On vient de créer une matrice C. Alors, quand on veut créer une matrice, il y a différentes façons de le faire, d'accord? Vous pouvez créer la matrice et la remplir. Je peux, comme tout à l'heure, vous m'aviez dit, je veux écraser. Je peux d'abord commencer parce que j'ai l'intention de travailler avec une matrice. Eh bien, je vais créer une matrice de 0. C'est-à-dire que je crée une matrice où il n'y a que des zéros. Après, je vais remplir par ce que je veux. Je la prépare, c'est-à-dire ça me permet. Alors, il me dit, name and, oui. Je vais enlever ça. Donc, le nombre de lignes, je l'ai fixé à 2, le nombre de colonnes à 3. Et je vais créer une matrice qui comporte donc des zéros. Voilà, ici, C comporte des zéros. Là, je viens de la changer, C. Je vais la mettre entre commentaires pour que vous voyez. Il y a différentes manières de créer une matrice. Donc, je peux, en même temps, je la crée. Là, je viens de créer une matrice de 0. Je peux créer une matrice de 1. Par exemple, au lieu d'écrire 0, je vais écrire 1. Mais comme tout à l'heure, la fonction 0 se trouve dans la bibliothèque NumPy. Tout à l'heure, on a utilisé array. Là, j'ai utilisé 0. Donc, en fait, NumPy a beaucoup de fonctions permettant, entre autres, de traiter des vecteurs et des matrices, qui vous permet de faire des calculs numériques. Donc là, j'ai créé une matrice de 0, alors que ici, tout à l'heure, j'avais créé une matrice en lui affectant des valeurs. Il y a encore une autre technique pour créer une matrice de 0. Je vais vous la montrer. Ça, encore une fois, c'est si jamais vous tombez sur des ouvrages, vous trouvez des choses comme ça, vous ne posiez pas la question pourquoi ils ont écrit ça. Donc là, c'est une autre façon d'écrire une matrice de 0. Vous allez voir le résultat. Après, je vais expliquer comment on l'a obtenu. Ici, on lui a dit C égale 0 fois M, c'est-à-dire fois M, c'est le nombre d'éléments dans une ligne, c'est-à-dire c'est le nombre de colonnes. Pour I in range N, et on lui a dit print C, c'est-à-dire il va créer une matrice de 0 fois M, il va le faire M fois, et il va le faire pour I in range N. Il m'a créé une matrice de 0. Alors, vous avez vu, il y a 3 écritures pour écrire C. Maintenant, l'accès, comment qu'il se fait? Je vais garder, je n'ai pas besoin de cela, je vais garder là celle qui est remplie. Parce que quand vous mettez des zéros, on ne saura pas faire la différence entre les 3. Je vais travailler maintenant avec celle-là. On va créer cette matrice et on va voir qu'est-ce que c'est que c'est 0, qu'est-ce que c'est que c'est 1. Alors, regardez ici. Bien sûr, je n'ai pas fait l'affichage. Je vais les décommenter tous. On va les expliquer un à un. Donc, ici, il s'est exécuté, ça y est, oui, il s'est exécuté, c'est moi qui attendais. Donc, la matrice, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous lui dites print C0, pour lui, C0, c'est la première ligne. C1, c'est la deuxième ligne. On va y aller ici au tableau. Donc, pour lui, quand vous lui dites C0,
il comprend que c'est la première ligne, 1, 2, 3. Si vous lui dites c'est 1, c'est la deuxième ligne. Si vous voulez accéder à un élément spécifique, si je cherche le 3, eh bien, je vais lui dire c'est 0, 2. Si je lui dis ici print, alors, je vais le rajouter. Print. Donc, c'est 0. Alors, je ne dis pas de bêtises, c'est 0, 2. La ligne, c'est 0. La ligne, c'est 0. La colonne, c'est 2. Donc, je vais écrire C0, 2. Il devrait m'afficher, je l'ai mal écrit, C0, 2. Il devrait m'afficher C0, 2. Donc, la ligne 0 et le deuxième élément, enfin, le troisième élément pour lui. Là, il m'a affiché. Est-ce qu'il m'affiche? Je ne le vois pas. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Alors, le 3. Ah oui, c'est bon. Il m'a affiché 3. Parce que le troisième élément, c'est 3. Ici, quand vous cherchez, vous voulez connaître le nombre de lignes, vous utilisez l'NC. Si vous voulez le nombre de colonnes, vous utilisez l'NC 0. Pourquoi? Ici, quand vous utilisez C, je vais y revenir. Pour lui, l'NC, il va compter le nombre de lignes. Si vous prenez C0, C0, c'est la première ligne. Et sa largeur, sa taille vous donnera donc le nombre de colonnes, puisque C0 contient 3 éléments. C1 contient 3 éléments. Donc, pour connaître le nombre de lignes, vous écrivez l'NC. Pour connaître le nombre de colonnes, vous écrivez C0. Pourquoi je suis en train de vous donner ces indications? Supposons que vous êtes en train de lire une image. Vous l'avez lue et vous l'avez directement mise dans une matrice. Mais vous voulez connaître le nombre de lignes et les colonnes. Vous serez obligé donc de trouver la dimension pour connaître le nombre de lignes et le nombre de colonnes de votre image. Donc, l'N vous permet de les déterminer. Alors ici, vous avez un petit programme qui vous permet de faire une transposition. C'est pour voir une boucle avec un programme. J'ai essayé de regrouper toutes les petites fonctions de base qui vous permettront, vous, quand vous allez programmer en signal, de connaître ces instructions. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, j'ai mis entre commentaires quelque chose, puisque j'utilise NP. Je ne dois pas entre commentaires si import NP as NP. Ah oui, j'ai mis le N et le M entre commentaires. C'est pour ça que ça ne marche pas. Je suis en train de lui dire créer une matrice de 0. Et puis, je lui dis, alors, pour J in range M, AJI égale CIJ. Alors, bon, je me dis, ça n'a pas d'intérêt puisque tous les éléments sont à 0. À la limite, ici, je crée une matrice des 0. Je ne vois pas d'intérêt à créer une matrice de 0. Je vais préférer mettre des 1. On ne verra pas bien once. Donc, on va mettre dans la matrice. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et invalide syntaxe. Alors, si ce n'est pas des 0, 1 peut-être. Alors, non plus. Bien, j'ai toujours cru que je pouvais utiliser 0. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, tout à l'heure, j'ai utilisé la matrice des 0. Comment je l'ai écrite? NM, ça a marché. Bon, pas grave. Je vais récupérer. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas avec once. Il faudrait que je vérifie comment il utilise. Ah, maintenant, il l'accepte. Je ne sais pas ce qu'il m'indiquait. Pas grave. Pas grave. Je mets one sous 0. Je vais l'afficher pour que vous voyez. Print. Que je peux aussi y mettre des 1. Quoique je n'ai pas d'intérêt. Là, je voulais y mettre des 0. C'est juste pour tester. Alors, print. Alors, il a créé une matrice de 1. La voici 1, 1. Ensuite, qu'est-ce qu'il en a fait? Juste pour voir, je voulais juste savoir que ça fonctionne. Maintenant, je vais le rétablir tel que c'était. D'accord? Alors, j'explique pourquoi j'ai fait ça. Je voulais créer une matrice transposée. Pour avoir le transposé de la matrice, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que votre matrice, celle que vous allez créer, elle doit avoir, si le nombre de lignes ici, c'est 3, et le nombre de colonnes, c'est 2, il faudrait que ce soit l'inverse de 3, puisque c'est la matrice transposée. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une matrice de 0, mais m fois n, alors que tout à l'heure, c'était la matrice C, c'était n fois m. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ils sont juste de travailler avec les boucles for i in range n. Donc, pour i allant de 0 jusqu'à n-1,
pour J in range M, ça veut dire pour J allant de 0 jusqu'à M-1, je lui dis AJI égale AIJ. Je suis en train de créer la matrice transposée. Les lignes deviennent les colonnes. Donc ici, et je lui demande print A. Donc si je réexécute maintenant, je vais juste enlever print ici, j'en ai pas besoin pour qu'il ne fausse pas. Je n'ai pas besoin qu'il soit affiché. Donc je vais relancer mon programme. Il devrait me créer la matrice transposée. Au départ, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est devenu 1, 2, 3, 4. J'affiche les deux matrices pour que vous les voyez. Voici la nouvelle matrice A. Est-ce que je peux afficher C en même temps? Il veut bien l'afficher C. Voilà. J'ai créé la matrice transposée. Les lignes sont devenues les colonnes. La ligne est devenue la colonne. Ou bien vous pouvez vous dire que la colonne est devenue la ligne. Comment on a fait ça? On a fait ça en utilisant une boucle for imbriquée pour I allant de 0 à n-1, puis pour J allant de 0 à n-1, et j'ai quand même pu utiliser des indices. D'accord? Tout ce travail-là, j'aurais pu le faire directement. Il y a quelques petites commandes qui vous permettent, c'est mon dernier exemple, parce que je devais vous faire les matrices. Si vous le souhaitez, je peux vous dire un petit mot, c'est rien, c'est à peine 4-5 lignes sur les fichiers. Je peux finir avec les fichiers. Si vous trouvez que c'est beaucoup pour une séance, je m'arrêterai. Regardez, tout ce travail qu'on vient de faire, j'ai oublié de décommenter. Ça aussi, si jamais vous tombez dessus en Python, que vous ne disiez pas, on ne sait pas d'où ça vient. Regardez, tout ce qu'on vient de faire, je peux le faire directement. B égale, regardez, c'est écrit B égale CIJ pour J range N, pour I égale range M. Et j'ai écrit directement CJI, c'est-à-dire il va créer la matrice B sans même pas avoir à déclarer la matrice B. Regardez, la matrice B n'existe pas. Je ne l'ai pas déclarée. Ici, quand j'ai voulu utiliser les boucles, j'ai été obligée de déclarer A. J'ai été obligée de prendre une matrice que j'ai remplie par des zéros parce que je ne peux pas écrire AJI. Alors que je peux créer directement la matrice B, lui dire que B égale CJI pour J allant et range N, et pour I allant in range M, au lieu d'écrire CIJ, je vais écrire CJI. Regardez, si je mets maintenant IJ, ça veut dire que je suis en train de créer la même matrice. Je n'ai rien fait. Je suis en train de lui dire que B vaut C pour toutes les valeurs de J et pour I allant et jusqu'à range N. Donc là, si je l'exécute, je vais avoir... Ah oui, parce que B n'a pas la taille. Oui. Bon, parce que je dois lui dire, oui, parce que J va jusqu'à M. Oui, parce que je vais compliquer les choses. Parce que I va jusqu'à N. Je vais le réexécuter. Là, qu'est-ce qu'il vient de me faire? Il vient de me créer une matrice B qui a exactement la taille de la matrice A. Alors que si je le laisse tel qu'il était tout à l'heure, je n'ai rien fait ici. Mais je l'ai fait à travers une simple instruction au lieu d'écrire le for. C'est-à-dire, je viens de transposer la matrice juste par une instruction unique. Pour J jusqu'à N, parce que J devient les lignes, c'est pour ça qu'il va jusqu'à N, pour I jusqu'à M, puisqu'I joue le rôle des colonnes. Et j'affiche B. Je voulais vous montrer une dernière instruction dont vous pouvez avoir besoin. Ça s'appelle reshape. Supposons que maintenant la matrice D, voilà, ma matrice C, c'est une matrice 2 x 3. Je veux en faire un vecteur tel que c'est écrit ici, ce que vous voyez là. Eh bien, je lui fais reshape ainsi. Je suis en train de lui dire, tu prends la matrice C,